vraiment très, très Ah proche. ouais. Et c'est une grande perte. Alors, j'ai vu qu'on était a priori diffusé en direct sur Facebook. Là, normalement, Adrien, c'est bon. Moi, c'est en train de charger chez moi, mais normalement, c'est bon. Je vous... Voilà, c'est bon. eh bien écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tous qui êtes probablement quelque part dans la 11e circonscription des Français à l'étranger. Ravi de vous retrouver pour ce Facebook Live mensuel. Il est à l'heure où je parle, 9h30 heure de Paris. Je me retrouve à Paris, comme vous le savez, puisque je ne peux toujours pas voyager pour le moment, les frontières étant encore relativement hermétiques et fermées. Je suis donc aujourd'hui accompagnée, et j'ai le plaisir d'accueillir Sandro Gozzi. Merci beaucoup Sandro d'être avec nous. Et nous allons donc ce matin répondre à toutes vos questions concernant la gestion de la crise sanitaire en Europe. Certains d'entre vous, nous sommes en mars, donc je sais que beaucoup d'entre vous préparent peut-être un déplacement vers l'Europe ou vers la France pour probablement les mois d'été. Vous vous posez des questions sur les transports, sur ce que vous allez trouver de l'autre côté, sur comment je vais pouvoir voyager, sur les tests, sur la vaccination, l'accès à la vaccination, bref, beaucoup de questions j'imagine, et on va donc pouvoir y répondre bien volontiers avec Sandro. Je vais faire une présentation très courte juste pour vous dire que avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne qui s'occupe plus particulièrement des Français à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères français continue à travailler de façon extrêmement rapprochée avec tous les pays dans lesquels aujourd'hui un certain nombre d'entre vous n'a pas accès à la vaccination, soit qu'elle n'existe pas, soit qu'elle soit trop chère, soit que vous ne soyez pas du tout dans les publics prioritaires, et essaye de trouver des solutions pour que vous ayez accès à une vaccination. Ce qui est acquis, en revanche, et ça c'est une très bonne nouvelle, c'est que lorsque vous viendrez en France pour un séjour suffisamment long pour avoir éventuellement 2 injections, vous aurez accès à la vaccination, vous, votre conjoint et vos enfants, même s'ils ne sont pas français, et cette vaccination sera gratuite. Donc, avec un respect des ordres de priorité, c'est-à-dire que si vous êtes dans la classe d'âge et de situation de santé qui vous permet d'accéder à la vaccination en France, vous aurez donc droit à être vacciné. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et d'ailleurs, ça fait partie de la stratégie française que de donner accès gratuitement à la vaccination absolument à tout le monde. Ça, c'est vraiment une grande force. Ça n'est pas le cas dans tous les pays du monde, je peux vous l'assurer. De même que c'est une grande force de la France de donner accès, vous le verrez en arrivant, aux tests gratuitement aussi, absolument gratuitement partout. Ça n'est pas le cas partout, y compris chez certains de nos voisins européens. Voilà ce que je voulais vous dire sur la vaccination des Français à l'étranger. Sur les voyages, vous avez vu que les motifs impérieux ont été supprimés. Dès le départ, j'avais clairement exprimé le fait que j'étais très réservée sur cette mesure. J'avais écrit au Quai d'Orsay et au Premier ministre pour leur faire des propositions suite à l'enquête que j'avais menée auprès de vous tous. Et merci à tous ceux qui ont apporté leur témoignage sur les conséquences qu'avait cette décision pour vous, Français à l'étranger. J'avais dit que j'avais fait des propositions en disant quand même que finalement, ce qui serait quand même mieux, ça serait de les supprimer. J'ai toujours donc émis des réserves par rapport à ça et je pense que c'est une bonne chose, évidemment, que ce motif ait été supprimé. Donc, vous pouvez rentrer et repartir librement puisque votre point de résidence principal étant le pays où vous êtes, vous pouvez vous sortir de France à nouveau dans l'autre sens pour rentrer chez vous. Ce qui n'est pas le cas des Français qui vivent en France, qui, eux, s'ils voulaient venir à l'étranger, restent soumis à des conditions de motifs impérieux. Voilà ce que je voulais vous dire sur les déplacements. Je vais vous laisser peut-être la parole à Sandro qui nous explique un petit peu comment tout se passe. Je suis juste rentrée sur le côté français à l'étranger. Sandro a sûrement beaucoup plus d'éléments à nous apporter sur la gestion européenne de la crise. Sandro, à toi la parole. Tout d'abord, merci Anne pour cette invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir m'exprimer avec toi et d'essayer de répondre aux questions qui pourront sans doute seront nombreuses sur comment l'Europe est en train de gérer la crise et la sortie des crises. Et d'ailleurs, tu as bien fait de rappeler ce qui est remarquable de la France, les tests gratuits. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en Italie, par exemple. On a fait plusieurs tests, ma famille, à Rome, et ils ont payé 240 ou à 300 € pour 4 5 tests. Et si tu penses que
On les fait plusieurs fois dans le mois. Vous pouvez comprendre combien la France donne aux résidents en France et aux Français un avantage considérable pendant cette crise. Qu'est-ce qu'elle fait l'Europe? Moi, en quelques minutes, je voudrais rappeler les aspects saillants de l'action européenne et après, il y aura des questions, je suppose, et on essayera de répondre. Tout d'abord, il faut toujours rappeler que l'Europe a donné une réponse et est en train encore de donner des réponses sans précédent à la crise. Et quand je dis réponse sans précédent, je fais référence à la réponse économique et sanitaire et je fais référence aussi au point de départ au début de la pandémie. On parle d'une question, la santé, qui avait été toujours refusée comme champ d'action à l'Union européenne. Les États membres, les États-nations étaient toujours jaloux de ce qui est à la base de l'idée des communautés mêmes, à savoir la question de la santé. Comment on prend soin de nous? C'est vraiment au cœur de l'idée des communautés. Ceci avait toujours été refusé à l'Europe. Et donc, disons, au début de la crise, on a dû véritablement inventer une méthode de travail, inventer une méthode d'action européenne sur un domaine dans lequel l'Europe n'avait jamais véritablement agi ensemble. Nous nous souvenons du début très négatif, parce qu'au début de la crise, chacun est allé en ordre dispersé. C'était chacun pour soi et on a vu qu'il n'y avait pas d'efficacité. Mais depuis, l'Europe a donné des réponses importantes et du point de vue économique et du point de vue sanitaire. Du point de vue économique, on a véritablement fait ce qui était impensable il y a un an. On a d'un côté adapté et finalement suspendu les règles européennes parce que ce sont des règles qui étaient efficaces, justes, opportunes en temps ordinaire, mais qui n'étaient pas adéquates pour aborder la crise exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons. On a suspendu les pactes de stabilité et de croissance, on a donné la possibilité évidemment au gouvernement de faire des grands plans d'intervention économique et sociale. Et ça, c'était déjà, on a adapté et introduit des nouveaux programmes pour les soutiens des régions, pour les chômages. Et tout cela, ça s'est fait dans une période très, très rapide. Et puis, on a fait quelque chose qui est véritablement, ce n'est pas de la rhétorique historique, parce qu'on est sorti du contexte donné. On n'a pas dit voilà nos ressources, voilà nos pouvoirs, voilà ce que nous pouvons faire avec ce qui existe. On a créé un plan extraordinaire. Les plans de relance européens, ce qu'on appelle le Next Generation EU, c'est 750 milliards d'euros ex novo qui s'ajoutent évidemment à ce que l'Europe avait déjà programmé de faire, qui s'ajoutent aux interventions économiques et sociales des différents gouvernements, et quelque chose d'extraordinaire. Et quelque chose qui est basé sur des instruments totalement nouveaux. On fait une dette commune européenne parce qu'on a compris qu'on pourra sortir de cette crise seulement ensemble. On s'engage ensemble à faire des investissements sur des projets d'avenir, la transition écologique, la transformation numérique. On s'engage ensemble à lutter contre les problèmes fondamentaux de l'Europe, et pas seulement de l'Europe, les inégalités sociales, territoriales, générationnelles. Et c'est pour cela qu'on doit miser énormément sur la jeunesse. C'est dans ce contexte que la France a adopté déjà en septembre, déjà le 4 septembre, les premiers ministres, avec les ministres compétents, ont présenté un programme France Relance de 100 milliards d'euros, programme extraordinaire, qui justement vise à la jeunesse, aux inégalités sociales et territoriales, à la transition écologique et numérique. Et de ces 100 milliards, 40 milliards sont de l'argent européen. 40 milliards sont partis de ces plans de relance européenne qui s'insèrent à l'intérieur d'une nouvelle stratégie européenne pour la décennie devant nous, qui s'appelle Next Generation EU. Donc, la prochaine génération de l'Union européenne, pour indiquer la volonté, je répète, de miser énormément sur la jeunesse et sur les projets d'innovation et d'avenir. Ça, c'est la réponse économique et sociale. De l'autre côté, il y a eu une réponse sanitaire. On a fait quelque chose, quand je dis on,
les institutions européennes, les parlements européens, la Commission, mais aussi les sociétés pharmaceutiques ont fait quelque chose qui est totalement extraordinaire. On a réussi à trouver un vaccin en quelques mois, alors qu'en moyenne, il faut 3, 4, voire 5 ans pour trouver un vaccin, les tester et les mettre à disposition des citoyens. On a fait ça en quelques mois. On a fait ça pour la première fois en agissant ensemble. Parce que les négociations que les Européens ont fait avec les grandes sociétés pharmaceutiques ont été des négociations faites par la Commission européenne en entente permanente, en dialogue permanent avec les représentants des 27 États membres. Et pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce qu'évidemment, on peut sortir de cette crise seulement si tout le monde a accès au vaccin, si tout le monde a accès au vaccin en même temps. On a fait ça parce que si on allait en ordre dispersé, il y aurait eu une concurrence néfaste entre les États européens pour arriver avant ou à des meilleures conditions que les autres au vaccin. On a fait ça parce que si on ne faisait pas ça, oui, sans doute, les Français, les Allemands, les Italiens auraient eu accès au vaccin, mais d'autres États membres seraient encore en train d'attendre les premiers vaccins parce qu'ils n'auraient pas la puissance économique, l'influence, la capacité de négociation suffisante. Et donc, on a négocié, ce qui nous a permis d'avoir des prix meilleurs et nous a permis aussi d'introduire des clauses de responsabilité et d'assurance, des responsabilités des sociétés pharmaceutiques dans les cas d'effets collatéraux négatifs. Ceci, sans doute, a pris du temps, par rapport à la négociation d'autres États, mais c'est fondé aussi sur un choix qu'on peut discuter. On peut discuter. Les Européens donnent beaucoup d'importance au principe de précaution. Et à la lumière de ces principes de précaution, on a voulu négocier des clauses qui nous assurent, qui introduisent des responsabilités de sociétés pharmaceutiques pour des effets collatéraux négatifs. Et on a voulu aussi expédier toutes les procédures prévues par l'Agence européenne des médicaments des vérifications des tests. D'autres pays, voire le Royaume-Uni, ont fait d'autres choix. Ont pris plus de risques, sont allés plus rapides. C'est une question ouverte. Est-ce qu'on devait prendre des risques aussi nous? Est-ce que si on avait pris des risques et quelque chose, ça allait mal passer, quelles auraient été la réaction des personnes? On parle de santé de nous tous et on parle de santé des personnes aussi en bonne santé. Pas seulement des personnes malades, parce que quand malheureusement ça nous arrive d'être très malade, peut-être on est prêt à assumer un peu plus de risques pour lutter contre la maladie. Là, on parle d'une vaccination qui devra arriver à 100% de la population. Donc, la plupart sont des personnes en bonne santé et donc, ça demande de prendre plus de précautions. Les enjeux sont là. Après, on peut ouvrir, et je m'arrête là, Anne, on peut ouvrir un débat. Hein? Est-ce qu'on peut véritablement vivre dans une société zéro risque ou on doit vivre dans une société de la prudence? Et si on vit de la société de la prudence, quel est le degré des risques? À quelles conditions? Avec quelles modalités? On veut ensemble, on décide ensemble, collectivement, comme communauté, de prendre des risques. Moi, je veux bien discuter de ça. Mais c'est là le cœur de l'affaire. Et donc, je crois que, évidemment, il y a eu des erreurs. Personne n'est ni que devant une opération de telle envergure, sans précédent, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Là, en ce moment, on est en train d'exiger et tout d'abord de demander aux sociétés pharmaceutiques des explications pourquoi, sur les raisons pour lesquelles il y a du retard, sur les raisons pour lesquelles, par exemple, AstraZeneca n'est pas en mesure de respecter ses engagements quantitatifs. On est en train de voir comment essayer de remplacer les millions de doses d'AstraZeneca qui auraient dû arriver en ce moment et sur lesquels il y a eu du retard. Donc, l'objectif, et je termine là, de l'Union européenne, c'est d'arriver à 70% des vaccinations d'ici à septembre. C'est ambitieux, mais c'est possible. On a créé une task force sous la direction de Thierry Breton pour augmenter les capacités de production européennes. Et voilà, c'est les défis en ce moment.
c'est celui de la capacité de production, de l'efficacité des plans de vaccination, mais sans doute ne remettons pas en cause les choix, qui étaient un bon choix, de travailler ensemble dans un contexte européen. Merci beaucoup, Sandro. Alors, il y a pas mal de questions déjà qui arrivent et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Il y a quelques points qui sont vraiment sur lesquels je voudrais insister. En effet, la capacité, contrairement à ce que beaucoup disent, l'Europe s'est retrouvée autour de cette crise sanitaire et ne s'est pas divisée. C'est toujours pareil, quand une situation est aussi intense, aussi complexe que celle-là, on a trop tendance parfois à se concentrer sur les petits points de friction, alors que franchement, l'Europe s'est rassemblée et tu as souligné le fait que pour la première fois, l'Europe va s'endetter pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'au lieu que chacun porte le poids de sa dette tout seul sur son dos, pour la première fois, l'Europe va en prendre une partie sur son dos pour nous soulager, nous, à chacun des États un par un. C'est vraiment un pas absolument incroyable dans lequel le président Macron a pris une part très importante et sans son côté pushy et insistant sur ce sujet-là, on n'en serait pas là aujourd'hui et c'est vraiment ça qui va aussi permettre à chacun des États de l'Europe de s'en sortir. Et puis de continuer tous ensemble. Sur la santé, tu as insisté, et du coup, il y a une question qui est venue là-dessus sur ce sujet qui est important, sur le fait que nous avons avancé ensemble pour éviter l'ordre dispersé, qui était évidemment profondément néfaste pour la cohérence. Alors là, je vais parler comme médecin. La crise sanitaire, elle ne peut se gérer qu'ensemble. C'est-à-dire que la crise sanitaire, il faut que tous les pays, même du monde entier, arrivent à la gérer ensemble. La vaccination doit concerner le monde entier. Vacciner un îlot quelque part n'a aucun sens. Ce sont des gens qui ne vont pas jamais vivre en autarcie, jamais sans aucun contact. Donc, la vaccination ne peut s'entendre que mondiale et certainement, il faut bien comprendre que le nationalisme vaccinal n'a absolument pas sa place sur le plan médical. Je ne parle même pas de politique, là, je parle uniquement sur le plan médical. Alors, tu as parlé du fait, tu as reconnu que notre souci en Europe du principe de précaution qui a une grande valeur chez nous en Europe nous a conduit à prendre peut-être un peu plus de temps, à négocier ces clauses de responsabilité, ce que d'autres n'ont pas forcément choisi de faire, à négocier aussi un prix meilleur. Et là, je suis personnellement convaincue que si on avait acheté le vaccin à prix d'or, tout le monde nous le reprocherait en ce moment en disant vous n'êtes même pas capable de négocier, il faut arrêter d'être hypocrite et ne pas dire oui, vous avez, à force de vouloir tirer le prix vers le bas, c'est pour ça qu'on a pris du temps, mais franchement, on aurait été dans l'autre sens, on nous le reprocherait aujourd'hui. Et du coup, il y avait cette question, ce n'est pas la première, mais elle est importante, je la lis. Il serait bien de revenir sur la manière dont l'Europe ensemble ont négocié les vaccins. On lit que les négociations ont été faites d'abord sur les prix et sans beaucoup de focus sur le délai, alors que le retard coûte bien plus que la réduction de prix obtenue. Les autres pays comme le Royaume-Uni ont fait le choix de préfinancer des recherches en échange d'une priorité d'accès, ce que l'Europe n'aurait pas fait. Est-ce vrai? Sandro, est-ce que tu as la réponse à cette question? Je répète, le Royaume-Uni a fait un choix d'aller très vite et le Royaume-Uni l'a fait même quand il était membre encore de l'Union européenne et par exemple a voulu suivre des procédures accélérées d'urgence sans, disons, attendre toutes les phases d'évaluation de l'Agence européenne des médicaments. Les restes des Européens ont voulu attendre les résultats finaux de l'évaluation, de l'analyse de l'Agence européenne des médicaments. Ceci a pris 4-6 semaines de plus aux Européens par rapport aux Britanniques. Là aussi, je répète, c'est un choix. De l'autre côté, nous sommes en train là de demander beaucoup plus d'explications et de transparence aux sociétés pharmaceutiques, notamment AstraZeneca, mais pas parce que c'est une question politique, parce que c'est anglo-suédois. D'ailleurs, la Suède, c'est un État membre de l'Union européenne et très engagé dans cette direction, mais on est en train de demander des explications et plus de transparence sur les raisons pour lesquelles AstraZeneca n'est pas en mesure avec nous de respecter ses engagements au niveau quantitatif et aussi on est en train de vérifier combien de ce qui était produit d'AstraZeneca sur le territoire de l'Union européenne a été exporté par rapport aux quantités que AstraZeneca s'était engagé à nous donner. Et de ce point de vue, il y a eu des indications très fermes de Ursula von der Leyen, de la présidente de la Commission européenne, il y a 2 jours, justement, par exemple, sur leur implantation aux Pays-Bas, de vérifier exactement combien ils ont produit, combien ils ont décidé d'exporter, et évidemment, si
ceci ne correspond pas aux engagements avec nous, l'impossibilité pour eux d'exporter parce qu'ils doivent avant tout répondre à leurs obligations contractuelles avec l'Union européenne. Et est-ce que, en matière justement… Pour la question de la recherche, et ça, c'est sans doute une des questions sur lesquelles on doit tirer des leçons. On a, dans les années précédentes, on n'a pas assez insisté au niveau des partenariats publics et privés, dans les partenariats et dans la recherche, et on n'a pas assez développé une capacité industrielle véritablement européenne autonome dans le domaine de la pharmaceutique. Et on a découvert que les chaînes de valeur étaient éparpillées un peu partout dans le monde. Et que donc, en situation de crise, on a vu qu'il n'y a pas d'autonomie européenne industrielle dans le domaine pharmaceutique. Pas mal de la chaîne de valeur se trouve dans la circonscription de Anne, chez vous, en Asie. Est-ce qu'on doit revenir à l'autarcie? Non. Est-ce qu'on doit repenser un peu notre indépendance et notre autonomie, et à savoir aussi renforcer les capacités de production industrielle européenne? Oui. Et d'ailleurs, là, dans l'urgence, c'est un des buts des Thierry Breton, et de pousser, de voir comment on pourrait converser aussi les systèmes de production pour augmenter notre capacité de production de vaccins, parce que maintenant, on parle beaucoup des vaccins qui doivent arriver des sociétés pharmaceutiques. Mais il y a deux questions fondamentales, déjà aujourd'hui et dans les semaines devant nous. Un, la capacité de production pour arriver à les quantités nécessaires, et les plans de vaccination et la capacité de diffuser et de distribuer les vaccins. Ça aussi, c'est un effort extraordinaire. Donc, on parle, est-ce que les médecins de base doivent le faire? Est-ce que dans certains pays, même médecins de base, vétérinaires, etc., sont en train d'être reconvertis pour les piqûres qu'il nous faut pour les vaccins? C'est ça aussi le grand défi en ce moment. Et si on doit regarder au véritable challenge, je dirais que ces deux-là sont les challenges véritables dont on ne parle pas assez, mais qui sont fondamentaux pour réussir dans notre plan d'action. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a à la fois une réflexion, une action européenne, notamment chez Thierry Breton, pour mettre en place la vaccination là tout de suite sur la base de ce dont nous disposons, et d'autre part, une réflexion plus long terme pour voir, au-delà des vaccins, l'industrie pharmaceutique sur un plan général, comment avoir une plus grande autonomie. Je crois aussi que ça passe par une diversification des sources. On est très dépendant, notamment sur les matières premières, qui se trouvent en Inde et en Chine. Donc, tu dis donc il y a bien un travail mené à la fois sur le court terme, l'immédiat et le long terme. Les deux sont menés en ce moment en même temps. C'est ça qu'on doit faire en politique. On ne peut pas avoir, je veux dire, d'avoir une crise. Tout d'abord, tu dois essayer d'être le plus efficace possible pour répondre à la crise, mais après, tirer des leçons pour les moyens et long terme. Et oui, bien sûr. Mais parfois, quand on est tellement le nez sur la vitre, et nous avons tellement tous envie comme citoyens d'avoir accès à la vaccination, on en oublie, on en occulte tout ce qui est fait par ailleurs pour voir aussi le long terme. Je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut jamais sacrifier le long terme au court terme. C'est extrêmement important, et on en revient justement au prix. Si on avait dû payer des vaccins beaucoup plus chers, c'était une façon de sacrifier du long terme, avec moins de moyens disponibles, avec peut-être moins de doses qui venaient. Ça, c'est important. Alors, j'ai une question là-dessus qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut savoir comment cet objectif de 70% de la population européenne pourrait être atteint? Et je crois que c'est pour l'été, c'est ça? Oui, c'est pour l'été. On est en train, d'un côté, comme je dis, de discuter avec les différentes sociétés pharmaceutiques sur le respect de leur engagement, et de voir aussi compenser entre les différentes sociétés pharmaceutiques les manques des vaccins que, par exemple, AstraZeneca est en train de vivre. Et donc, on doit voir, et c'est le travail de la Commission européenne en contact avec différents gouvernements, justement. Par exemple, Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle a réussi à obtenir une augmentation de la contribution de Pfizer pour compenser les retards de AstraZeneca. Après, il y a un travail de cette task force qui est à voir avec les différents gouvernements, comment dans les secteurs industriels,
on peut renforcer dans l'immédiat les capacités de production de vaccins et, je répète, faire des reconversions. Il y a des entreprises qui sont prêtes, capables, on l'a vu un peu déjà dans les mois précédents, de reconverser leur méthode de production et donc de passer de la production des produits ordinaires à la production des vaccins. Et c'est un travail qui demande un accompagnement de la Commission européenne, une très forte coordination des États membres. Et Thierry Breton est en train de faire les tours d'Europe. Il a un travail étroit avec les industriels français, avec les industriels italiens, avec les industriels allemands, pour voir justement comment essayer d'augmenter cette capacité de production dans l'immédiat. D'accord, donc ce que tu es en train de dire aussi, c'est que la Commission européenne est prête à mettre de l'argent sur la table pour aider ces entreprises à se reconvertir, et ça ne nous priverait pas d'autres produits pharmaceutiques dont on pourrait avoir besoin en même temps. Exactement. D'accord, c'est un élément important. Donc, une autre question du coup qui était posée par Peggy, l'Europe donne l'impression de miser beaucoup, trop, point d'interrogation, sur AstraZeneca. Est-ce que c'est à cause du prix? Est-ce que c'est à cause du contrat? Pourquoi ne pas miser sur d'autres, point d'interrogation? AstraZeneca a maintenant une mauvaise réputation auprès de la population de plusieurs pays. Sur les journaux d'aujourd'hui, Draghi en Italie, je pense que Peggy est en Italie, dit que la vaccination se fera avec ou sans l'Europe. Et il évoque d'ailleurs Sputnik. Alors du coup, il y a plein de questions dans la question de Peggy, et ça permet d'en rajouter une. Sputnik, je crois, tu me confirmes, a bien déposé un dossier d'homologation auprès de l'Agence européenne du médicament. Alors, oui, plusieurs questions. L'Europe n'a pas misé, on parle beaucoup d'AstraZeneca parce qu'on a, suite aux recommandations formelles et écrites des agences sanitaires nationales, a été recommandé au gouvernement la semaine dernière de vérifier, de faire des vérifications supplémentaires sur des effets collatéraux potentiels du vaccin AstraZeneca. C'est pour cela qu'en Allemagne, en France, en Italie, un peu partout en Europe, on a suspendu la distribution du vaccin d'AstraZeneca pour 48 heures. On a demandé à l'Agence européenne des médicaments de faire des vérifications supplémentaires. L'agence les a faites et maintenant la distribution d'AstraZeneca est répartie. Par exemple, en Italie, est répartie. Et d'ailleurs, hier, Mario Draghi a dit qu'il se fera vacciner quand c'est son moment avec AstraZeneca. Donc, l'Europe n'a pas mis, on parle beaucoup d'AstraZeneca, mais l'Europe a diversifié la négociation et a fait des contrats importants avec plusieurs sociétés pharmaceutiques. Et d'ailleurs, c'est exactement cette diversification qui permet aujourd'hui à Ursula von der Leyen, au nom de nous tous, de négocier, par exemple, avec Pfizer, une augmentation des doses dans l'immédiat, justement pour compenser les retards de AstraZeneca. Sputnik, selon mes informations aussi, Anne a déposé il y a eu un peu, il y avait un doute, est-ce qu'il a déposé, pas déposé, procédure. Il a déposé sa demande et l'Agence européenne des médicaments, toujours à la lumière de ces principes de précaution dont on a parlé au début de ces débats, est en train de vérifier la compatibilité avec nos normes sanitaires des Sputnik. Draghi a dit tout simplement qu'il évidemment le choix meilleur, c'est celui de la coopération européenne, le choix meilleur, c'est celui d'avancer ensemble. Évidemment, s'il y avait des blocages au niveau européen, il faudrait emprunter des voies nationales, mais ce n'est pas ça qu'ils souhaitent et ce n'est pas ça que nous souhaitons parce que nous sommes convaincus que l'efficacité de cette grande opération sanitaire, je veux dire historique, Anne, tu es médecin, mais je crois qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire d'une opération de vaccin à cette échelle qui est européenne, mais devra devenir globale. Il est clair, pour avancer là-dessus, il vaut mieux continuer à travailler ensemble en tant qu'Européens. Et maintenant, évidemment, nous sommes très concentrés sur notre continent et sur nos citoyens. Mais il est clair qu'on a déjà commencé à travailler avec l'initiative COVAX pour assurer des vaccins à des pays qui ne peuvent pas se les permettre, avant tout l'Afrique. Parce que si nous pensons qu'on aura résolu la crise seulement en vaccinant toute l'Europe et tous les Européens dans le monde, mais
en oubliant les pays qui ont moins de possibilités d'accéder aux vaccins, de négocier, d'acheter les vaccins, et voir les grands continents de l'Afrique, on aura raté notre lutte contre la crise. Donc maintenant, évidemment, il faut, pour des raisons sanitaires, citoyennes, sociales, économiques, se concentrer sur l'Europe, mais en même temps, on est aussi en train de voir au niveau multilatéral comment déjà et soutenir la distribution des vaccins et l'accès aux vaccins aux pays africains. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être clairvoyant. Il ne faut pas céder aux émotions, il ne faut pas céder aux tentations des nationalismes des vaccins. On a besoin vraiment de tout sauf du nationalisme des vaccins. Et on a besoin de comprendre qu'il faut tenir bon, il faut continuer cette action collective et qu'on pourra véritablement sortir de cette crise seulement si on est efficace et solidaire. Efficacité et solidarité. Alors, merci beaucoup et je voudrais compléter en disant que s'agissant de COVAX, par exemple, c'est ce qui a permis au Bangladesh, qui se trouve dans ma circonscription aussi, de recevoir déjà, je crois, 1,5 million de doses que le Bangladesh n'aurait jamais pu se financer. Et là, il y a également un enjeu sanitaire, comme partout dans le monde, et encore une fois, sur le plan sanitaire, on aura une efficacité de lutte contre cette épidémie, cette pandémie, que si tous les pays ont accès à la vaccination. Souligner aussi que, j'espère que ce ne sera pas le cas pour cette pandémie-là, mais quand on prend le cas de la variole, qui était une épidémie et pas une pandémie, parce que c'était des épidémies, c'est-à-dire des maladies qui se diffusaient par pays. Et il n'y a jamais une pandémie mondiale de variole, mais la variole, on a mis une quarantaine d'années, grâce à la vaccination, à la faire disparaître, mais on y est parvenu en vaccinant le monde entier. Et là, si je prends l'exemple de la polio, on est tout près d'avoir l'éradication complète de la polio de la surface de la Terre grâce à la vaccination. Il reste quelques foyers qui réapparaissent malheureusement en Inde. C'est des tout petits foyers à chaque fois qu'on arrive très vite à maîtriser, mais du coup, on ne peut pas encore la supprimer totalement, cette vaccination. Mais on y arrivera. Donc voilà un exemple de lutte efficace au bout du compte contre une maladie. Alors, je vais répondre d'abord à quelques questions qui concernent strictement la circonscription, puis on va revenir à des questions plus européennes. Donc, on me pose la question, Sylvie au Japon me demande qu'en est-il de la vaccination des ressortissants français au Japon. Donc là, à ma connaissance, Sylvie, le Japon, alors je sais qu'ils ont choisi une politique de vaccination qui est plus lente encore que chez nous, mais ce que nous avons compris, c'est que la vaccination serait sur place accessible également aux étrangers. Et donc, je n'ai pas connaissance que sur le plan diplomatique, il y ait une négociation pour, par exemple, acheminer des vaccins au Japon. Ça n'est pas d'actualité. Mais il est vrai qu'ils ont, je crois, une campagne de vaccination plus lente. Ils prennent un peu plus de temps que chez nous, ce qui est le cas également en Corée. Ce qui est le cas également en Chine. D'ailleurs, la Chine a pris son temps, mais il faut dire aussi que l'épidémie est moins présente dans ces pays-là qu'elle ne l'est. L'incidence est beaucoup plus faible et quasiment nulle qu'elle ne l'est chez nous. Le vaccin, Daniel me pose la question de savoir depuis la Chine si le vaccin chinois est reconnu par l'Union européenne. Non, pas encore, puisque à notre connaissance, la Chine n'a pas déposé de demande d'homologation sur le bureau de l'Agence européenne du médicament, puisque en Europe, l'homologation passe par une homologation européenne. Et une fois que l'Agence européenne a donné son autorisation, chaque État se prononcera en fonction de sa population. Ensuite, on m'avait demandé en Thaïlande, Philippe qui me demandait, je suis expatrié en Thaïlande depuis 10 ans, j'ai 71 ans, je ne rentre plus en France, alors ma question est comment se faire vacciner? J'ai compris là encore ces jours-ci que la Thaïlande est en train de mettre en place une usine de production du vaccin AstraZeneca, bien que la Thaïlande ait fait partie des pays qui ont suspendu l'AstraZeneca quelque temps. La Thaïlande ne parle pas de vacciner les étrangers. Je n'ai pas la réponse directement, mais je vais demander à Stéphanie et Adrien, qui sont mes collaborateurs, de noter cette question pour que nous puissions demander à notre poste en Thaïlande qu'en est-il du dialogue avec les autorités thaïlandaises pour voir si oui ou non les étrangers auront accès, et dans le cas où il y aurait un doute, pour voir comment on pourrait… À chaque fois qu'il y aura une impossibilité d'accès à la vaccination dans un pays, la France s'engage à mettre en place, le gouvernement l'a dit, Jean-Baptiste Lemoyne l'a redit au Sénat il y a quelques jours, la France entamera des négociations diplomatiques, de nature diplomatique, avec les autorités locales pour voir comment nous pourrons donner accès à nos ressortissants sur le sol du pays où ils se trouvent à une vaccination. Corinne à Moscou précise aussi que de nombreux Français qui sont établis en Russie
qui sont hélas de moins en moins nombreux, mais qui sont là quand même, ont été vaccinés par le Sputnik et ça a l'air de très bien se passer. J'ai en image une photo de l'un de nos ressortissants qui a été vacciné, il n'y a pas de souci particulier. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une équipe de scientifiques français que le président Macron avait envoyé en Russie dès le mois d'octobre ou novembre pour prendre contact sur ce vaccin Sputnik et qui était revenu en faisant des déclarations très positives quant à ce vaccin. Donc Sputnik ne semble pas poser de problème particulier, mais enfin c'est l'Agence européenne du médicament qui est en train d'étudier tout cela. Donc ça me permet maintenant, Sandro, de revenir à une question plus européenne. Pourquoi ne pas avoir subventionné les laboratoires français, nous demande Gilles, aptes à créer des vaccins? Cette dépendance va coûter très cher, une blinde, dit-il, en euros et humainement. Cela aurait été un bon investissement, on aurait notre Moderna. Et vu ce que coûte l'arrêt de l'économie actuellement et en différé, pourquoi ne pas avoir créé des lits d'hôpitaux et formé du personnel? Alors, je vais répondre juste tout de suite à la dernière partie, là je sais répondre. D'abord, on a créé des lits de réanimation, on a augmenté de pratiquement 20% de notre capacité de lits de réanimation complet, c'est-à-dire équiper le personnel avec des ajustements différents. Par exemple, sur la région Île-de-France, on est passé de 1225 lits à 1425 lits. Ensuite, on a des lits, on s'est équipé en matériel pour pouvoir convertir rapidement des lits à des lits de réanimation qui nous permettraient, là nous sommes à un peu plus de 7000 lits de réanimation, nous savons que nous pouvons aller sans problème en convertissant des lits temporairement un peu aux alentours de 10 000 lits de réanimation. Ensuite, il faut former du personnel. Juste rappeler que là, je suis médecin, je peux le dire, les études de médecine en France, c'est 9 ans. Et pour être anesthésiste réanimateur, on passe à 10 voire 11 ans. Donc voilà, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Rappelez quand même que nous avons fait sauter cette année le fameux numerus clausus et que maintenant nous allons pouvoir former beaucoup plus que 8000 médecins par an. Donc ça, c'est une bonne chose. Nous avons également augmenté l'attractivité des métiers en augmentant la rémunération des aides-soignants, des infirmiers, de tous les personnels soignants de façon très importante. Et enfin, nous avons mis des crédits supplémentaires sur les investissements, sur les équipements de nos hôpitaux. Tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, ça fait quand même juste 20 ans que rien n'avait été fait. Donc on partait quand même de très loin. Donc voilà pourquoi on ne peut pas du jour au lendemain avoir brutalement 12 000 lits d'hôpitaux. Mais rappelez aussi qu'en Allemagne, qui compte ses lits de réanimation différemment de nous, a eu des soucis, là au pic de sa crise de deuxième vague, a eu des soucis et a évacué. Nous avons en France reçu des patients allemands. Voilà. Donc on voit bien que ce n'est pas si simple à résoudre que ça. Alors je vais laisser à Sandro le soin de répondre à la partie vaccination, la première partie de la question de Gilles. Non, mais Gilles, j'avais un peu évoqué ce sujet au départ. Il est clair que nous avons agi dans l'urgence et dans l'urgence, on s'est adressé à ceux qui avaient la capacité immédiate de produire des vaccins à une échelle suffisante pour l'opération dont on parle. Mais il est clair que, je disais avant, une chose, c'est la réponse à l'urgence. Une chose, c'est la construction de l'après. Dans la construction de l'après, il faut miser beaucoup plus sur les sociétés pharmaceutiques européennes et c'est un des buts des nouveaux programmes européens. On a un programme EU for Health, pour la première fois, un programme de 5 milliards d'euros strictement dédié à la santé, strictement dédié aux activités de prévention, mais aussi de gestion des prochaines crises. Nous ne souhaitons pas avoir des prochaines crises, mais il faut toujours aussi utiliser la crise dans laquelle pour nous mieux préparer à la crise suivante. Et dans les programmes de recherche Horizon, la dimension pharmaceutique et la dimension santé, plus en général, auront une partie beaucoup plus importante. Donc, je crois que ce sont des réponses qui vont dans la direction que vous avez indiquée. Alors, merci beaucoup, Sandro. On avait une autre question de Thierry. Que va faire l'Europe donc pour les Européens vivant hors d'Europe? Ne serait-il pas aussi important de penser à nous? On parle de l'Afrique, mais quid de nous, Français vivant hors de France? Et c'est vrai que, et je termine sa question, pardon, il faut donner des informations concrètes, pas seulement on ne vous oublie pas, nous dit Thierry. Voilà, c'est vrai, Sandro, qu'on voit bien, ça c'est la politique plus franco-française, mais que le président Macron a souhaité renforcer l'axe de coopération, de partenariat entre la France et l'Europe, d'ailleurs il a dit, et l'Afrique, et le continent africain. On en comprend bien toutes les raisons, mais c'est vrai que nous qui sommes sur le côté est de la carte du monde, nous voyons bien que les leviers de croissance sont quand même en Asie.
qu'il s'y passe des choses déterminantes. Et donc, on aimerait bien avoir un petit peu d'informations, voir comment est-ce que l'Europe, à un moment, va se tourner vers l'Asie et comment elle va le faire, et là, notamment sur le plan sanitaire. Alors, sur Europe-Asie, moi, je pense que tout d'abord, on a fait un choix qui est un choix, un changement géopolitique important et qui va être évident d'ici au mois de mai avec les sommets Europe-Inde. On a fait les choix et moi, je l'ai dit parce que je suis aussi membre de la délégation pour l'Inde du Parlement européen. J'étais en Italie, le président de l'association Italie-Inde. Et là, je suis en train de travailler pour en créer une association Europe-Inde. Et d'ailleurs, Anne, tu es bien sûr la bienvenue parmi nous. Une nouvelle relation stratégique qui est aussi pharmaceutique et sanitaire, mais qui va bien au-delà des aspects pharmaceutiques et sanitaires avec l'Inde. Moi, je crois que c'est un des choix fondamentaux que nous devons faire. Et la présidence portugaise, Antonio Costa, qui a des origines des Goa, par ailleurs, a voulu mettre comme priorité du semestre de la présidence portugaise de l'Union européenne, justement, ce sommet avec l'Inde. Au Parlement européen, on est en train de travailler pour une résolution importante qui va dans la même direction. Ça, c'est un nouvel axe stratégique que nous devons développer. Et au niveau aussi sanitaire, on a découvert, moi par exemple, je ne suis pas un expert de santé comme Anne, et j'ai découvert que la plupart du paracétamol est produit en Inde. Hein? Donc, une chose que moi, en tant que citoyen européen, tout en connaissant assez l'Inde, parce que je vous dis, je m'occupe de l'Inde depuis 2007, j'ai découvert ça. Donc, vous voyez, évidemment, là, c'est un axe clair de coopération, comme c'est un axe de coopération, les numériques et les nouvelles technologies. Et après, donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons insister beaucoup plus, parce que je crois que c'est un partenariat qu'on n'a pas assez exploité. Et de l'autre côté, moi, je ne veux froisser personne. Moi, je suis plutôt inquiet des actions de la Chine. Personnellement, je crois que même cet accord sur les investissements, il faut qu'il soit accompagné avec des demandes. Nous devons être très exigeants avec les Chinois sur la question des Ouïghours, sur la question de Hong Kong, sur la question du Tibet. Mais du point de vue économique, cet accord, ça rééquilibre dans certains secteurs stratégiques l'accès pour les Européens à la Chine par rapport à l'accès chinois en Europe. Et ça, c'est une autre réponse, je crois, d'ordre industriel général à votre question. Quand est-ce que l'Europe va regarder à l'Asie? Moi, je crois que l'Europe est en train déjà de regarder la Chine. Il faut avoir un nouveau regard vers l'Asie. Un nouveau regard vers l'Asie en étant moins naïf avec une réalité incontournable mondiale qui est la Chine, moins naïf, plus exigeant, et de l'autre côté, en ayant un nouveau regard sur d'autres partenaires potentiels. Et parmi ceux-ci, il y a nos alliés historiques japonais, mais il y a aussi d'après moi, l'Inde. Et c'est dans cette perspective que nous devons concevoir notre politique étrangère dans les années devant nous. Je suis confiant que notamment avec l'Inde, on pourra faire des pas importants d'ici, j'espère, à la fin de la mandature du Parlement européen en 2024. Alors, j'ai quand même deux questions pour toi, parce que tu parlais beaucoup d'Inde. Tu as mis des réserves sur notre relation à la Chine, compte tenu des comportements de la Chine dans certains domaines que tu as soulevés. Mais enfin, l'Inde de M. Modi a été, je crois, d'ailleurs déclassée récemment par un classement au rang de pays, je ne sais plus comment c'était, pas dictature, mais enfin pas loin de ça. Voilà, le comportement de M. Modi à l'égard des populations musulmanes d'Inde doivent quand même, me semble-t-il, nous interroger. Et puis, deuxième remarque, donc tu as cité le Japon, partenaire historique, tu as cité l'Inde, mais moi je voudrais insister sur le fait qu'il y a d'autres pays, notamment je pense à l'Indonésie. L'Indonésie est la plus grande démocratie de confession musulmane au monde, qui a des richesses naturelles, humaines, sociales absolument incroyables, qui fait partie de cet axe Indo-Pacifique. C'est un pays
dans lequel nous avons des opportunités. C'est un pays marin, maritime. Notre ministre de la Mer, d'ailleurs, va s'y rendre dans peu de temps. Nous faisons mal connaître en tant que Français nos capacités maritimes. Donc là, il y a vraiment un pays intéressant. Nous avons déjà, nous Français, un partenariat historique avec le Vietnam, mais il y a d'autres pays en Asie du Sud-Est. Et on voit notamment ce qui se passe en ce moment en Birmanie, qui, moi, m'interpelle particulièrement. Moi, j'ai toujours dit, même si les Birmans le rejettent de toute leur force, que la Birmanie pouvait un jour devenir une Xème province chinoise. On en est voilà, je pense que ce qui se passe en ce moment doit nous interpeller et la réaction européenne, me semble-t-il, a été assez forte, assez marquée, est intéressante. Du coup, il y a une question qui m'est posée là, mais dans le fond, dans tous ces pays, il y a des représentations européennes. On en a tout le temps des représentations européennes. Donc, quel est le rôle de ces représentations européennes dans l'accès à la vaccination de nos ressortissants européens? Puisque je sais que la France et ses diplomates essaient d'intervenir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet un peu européen derrière tout ça? Une concertation européenne, est-ce que ça ne serait pas envisageable d'avoir des campagnes européennes dans tous ces pays qui, encore une fois, nous permettraient en tant qu'Européens d'exister, ce qui parfois manque ou ce qui arrange. Parfois, je vois la Chine, elle joue un peu sur les deux tableaux. On sait très bien que la Chine, ça la gênerait d'avoir une Europe forte et que parfois, elle joue nos divisions. Et que ça l'arrange aussi. Donc, chaque sujet qui nous permettrait de montrer que nous sommes une vraie force politique, sanitaire, tout ce qu'on veut, ne pourrait que nous renforcer. Donc, quid de faire intervenir l'Europe pour cette vaccination de nos ressortissants ailleurs? Alors, sur la première question, évidemment, je connais bien, et c'est vrai qu'il y a des mesures, il y a des politiques de Narendra Modi qui nous ont inquiétés beaucoup. Par exemple, aussi la loi sur la citoyenneté qui a été introduite en Inde. Mais attention à ne pas comparer l'incomparable. L'Inde, c'est la plus grande démocratie au monde, fédérale, et donc c'est un système fondamentalement, avec toutes ses contradictions, ses défauts, etc., c'est un système fondamentalement démocratique dans lequel aujourd'hui il y a un Premier ministre que sur certains aspects, voir les tensions avec le Pakistan, voir les droits fondamentaux, voir la communauté musulmane qui est quand même, si je ne me trompe pas, plus de 200 millions en Inde, a une politique qui ne correspond pas à nos valeurs et ne correspond pas à nos préférences. Mais ça reste un contexte démocratique. La Chine est une dictature communiste. Est une dictature communiste avec un seul parti communiste qui compte beaucoup plus de tous les restes et qui est en train de mener des campagnes que juridiquement, je ne sais pas quel est le mot des droits internationaux qu'on peut utiliser, mais des profondes violations des droits de l'homme vis-à-vis des Ouïghours, des flagrantes violations du traité sur Hong Kong entre Chine et Royaume-Uni et d'inacceptables négations de l'identité de la religion au Tibet. Et donc, vous voyez, ça ne va pas dire que, personnellement, depuis que j'ai mes préférences politiques, j'avais un très bon contact avec Rahul Gandhi. On a fait des choses ensemble. Je suis allé plusieurs fois à Delhi aux initiatives du Parti du Congrès. Si vous me demandez, après, avec tous les défauts du Parti du Congrès aussi, si vous me demandez si je préférais avoir un Premier ministre du Parti du Congrès, Narendra Modi, en tant qu'engagé élu progressiste, je vous dis, je préférais avoir quelqu'un du parti du Congrès, même si eux aussi, ils ont pas mal de problèmes et ils doivent balayer pas mal de choses à leur intérieur. Mais en tout cas, je sais que les Indiens ont toujours la possibilité d'élire un nouveau Premier ministre. La Lok Sabha, c'est un lieu intéressant qui me rappelle un peu le Parlement européen, ne fût-ce que pour la pluralité linguistique, mais c'est un lieu difficile, compliqué, mais c'est un lieu démocratique. La Chine, ce n'est pas le cas. Elle est incontournable. Et il comprend seulement les relations de force. Les Chinois ne comprennent seulement les relations de force. Nous devons être forts. Nous devons éviter leur stratégie de nous diviser, comme ils ont fait à plusieurs reprises dans les années récentes. Regardez la voie de la soie, regardez la roue de la soie, regardez les 17 cousins
en Europe, regarder la stratégie dans les 5G, regarder la stratégie dans l'achat des ports européens, regarder les transferts illicites des technologies de l'Europe vers la Chine suite à l'investissement du taux chinois. Sur tout ça, on doit nous équiper et on est en train de nous équiper. La question de la promotion de la vaccination à travers les bureaux de délégation de l'Union européenne, Anne, c'est une bonne idée. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là-dessus, mais je reprends à mon compte ton idée et je vais en parler à la Commission européenne, au bureau des hauts représentants, parce qu'en effet, ce serait un signal très important de rendre les délégations de l'Union européenne en Asie et dans le reste du monde protagonistes dans la vaccination des Européens. C'est une excellente idée. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire en termes d'information. Je doute qu'ils fassent des activités de distribution, mais sans doute, c'est une idée que je vais reprendre et vérifier à Bruxelles. D'accord, c'est vraiment un point intéressant. Alors, j'ai d'autres questions qui m'ont été posées. Une question tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour avoir un grand centre de recherche européen dans le domaine de la santé? Ou pas seulement dans le domaine de la santé d'ailleurs. Un grand centre, là on parlait d'un CNRS européen, mais enfin la recherche française c'est bien plus que le CNRS. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que ça existe déjà d'avoir des centres de recherche européens? On a déjà des grands centres de recherche dans des domaines spécifiques et on a un grand programme de recherche qui c'est Horizon 2020, que est la principale source de financement de la recherche en Europe. Pour certains pays, c'est la seule source de financement de la recherche et qui développe des grands projets européens communs. Et donc, je crois que ça va exactement dans la même direction. Il n'y a pas un centre unique européen, il n'y a pas un CNRS européen, mais la recherche est une des grandes priorités européennes et le programme Horizon, c'est un des programmes les plus importants de l'Union européenne. Et je répète, il y a aussi pour des secteurs déjà des centres européens qui sont en place et qui sont en train de travailler. Mais moi, je crois qu'il faut multiplier les initiatives des recherches communes entre Européens, secteur par secteur, suivant nos besoins et suivant nos choix stratégiques. Je crois qu'on a l'Agence spatiale européenne, par exemple, qui est l'Agence spatiale européenne, d'un grand centre de recherche. Absolument, par exemple. Alors, j'avais des questions. Je vais terminer. Il reste juste 5 minutes. Juste répondre à des questions. Une question plus locale dans la circonscription. Vaccination dans le milieu médical, d'accord, mais qu'en est-il de la vaccination de nos professeurs des écoles et enseignants? Donc là, je vais répondre à Céline pour dire que la vaccination protège des formes graves de la maladie. Elle n'empêche pas d'être infecté, comme d'ailleurs beaucoup de vaccinations. Hein. On empêche les formes graves, on n'empêche pas forcément d'être malade. Et du coup, comme les enseignants sont des personnes plutôt jeunes qui ne sont pas parmi, sauf ceux qui auraient une comorbidité, mais ne sont pas parmi ceux qui sont les plus à risque de faire une forme grave, il n'est pas forcément nécessaire que la vaccination soit orientée vers eux. Vraiment, l'idée, la stratégie vaccinale en France, c'est d'aller vers ceux qui peuvent développer des formes graves, éviter les hospitalisations, éviter encore plus les passages en réanimation. C'est vraiment, on n'a pas envie de voir des personnes qui meurent de cette maladie ou qui sont longuement hospitalisées à cause de cette maladie. C'est vraiment l'objectif que l'on porte, donc vraiment tourner la vaccination vers ces personnes-là en premier, les plus fragiles. Voilà, ça a été la stratégie. Et puis après, on va étendre, puisque d'ici l'été, on aura à peu près 2/3 de la population en âge d'être vaccinée qui aura accès à cette vaccination en France. Alors, je vais terminer par la toute dernière question. Il te reste 3 minutes pour répondre, c'est un peu court, mais elle me semble très importante. J'ai un Thierry qui dit, la réaction européenne, c'est on s'en fiche. Ne serait-on pas à même de mieux gérer avec un Frexit? L'exemple britannique est cinglant. Alors, comment tu réponds à cette question qui me paraît très importante? Bon, l'exemple britannique n'a rien à voir avec le Brexit, dans le sens que eux, jusqu'à décembre, ont suivi toutes les procédures, les règles, etc., européennes à faire avec un choix qui est différent. Ils ont pris beaucoup plus de risques que nous. Et c'est un choix des sociétés. Et est-ce qu'on doit devenir un peu moins
hostile au risque, non? Il y a risk aversion, on dit, non? Est-ce que les Britanniques prennent beaucoup plus de risques et ils le font aussi dans le domaine sanitaire, comme ils le font dans le domaine social, comme ils le font dans le domaine économique? Ça n'a rien à voir avec les Brexit ou pas. Moi, je crois que les Brexit, c'est une erreur historique que les Britanniques vont payer cher et c'est ce que nous avons fait avec nos négociations, c'est limitation des dégâts. Pour eux, énorme, et pour nous. Et je crois que c'est exactement le contraire face à, disons, à des pandémies, à des questions globales, à des questions transnationales. Pour reprendre les contrôles sur ces questions, il faut travailler plus ensemble au niveau européen. Take back control, c'est une bonne question les Brexit ont posée. La réponse est mauvaise. Et parce que ce n'est pas en sortant de l'Union européenne qu'on retrouve plus de contrôles, c'est seulement en nous donnant la force d'avoir ces contrôles ensemble au niveau européen. Mais la question, ce n'est pas Union européenne ou pas. La question est combien de risques nous voulons prendre. Et moi, sincèrement, je peux avoir mes idées, mais c'est un débat de société que nous voulons faire. Et moi, je vous dis aussi, si en prenant des risques, il y a quelqu'un pour lequel les choses tournaient mal, quelle serait la réaction collective? Si on avait pris plus de risques et il y avait véritablement des problèmes avec les vaccins, qu'est-ce qu'on aurait dit des Européens qui ont pris des risques sur ma santé? Vous avez joué avec ma santé. Vous avez pris des risques sur ma santé, la santé de mon épouse, la santé de ma famille. Donc, c'est une question, c'est un débat qui va bien au-delà de la crise Covid-19, mais qui, sincèrement, n'a rien à voir avec les Brexit, mais avec les types de sociétés que nous voulons construire. Moi, je crois que parfois, peut-être, le principe de précaution est allé peut-être loin, mais il faut les décider, en débattre ensemble. C'est vraiment très intéressant, cette notion de vraiment être plus fort ensemble. On le voit donc pour la dette, je l'ai expliqué tout à l'heure. Je voudrais donner un autre exemple qui montre qu'être tout seul un par un n'aurait aucun sens quand on prend le domaine de la cybersécurité, la protection de nos systèmes d'information. On a encore eu la semaine, il y a 15 jours, des hôpitaux français qui ont fait l'objet d'attaques informatiques. Et parfois, c'est un même virus. Ça va être un virus qui vient peut-être d'une puissance étrangère. Ça, c'est encore un autre débat. Mais si on a des hôpitaux ou on a le système d'énergie en Ukraine qui a été attaqué récemment, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, mais on voit bien qu'on peut être plusieurs pays européens attaqués par un même virus informatique et que sur le sujet, franchement, que chacun mette des moyens de son côté ou qu'on ait des moyens mutualisés, à l'évidence, la réponse, elle est d'avoir des moyens mutualisés. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute une seconde. Et donc voilà, donc je crois que c'est difficile d'être toujours tous d'accord, tous ensemble. La question de l'unanimité des décisions se posera. C'est aussi là un grand débat. Mais très honnêtement, sur ces sujets et de santé, où il faut que tout le monde collectivement arrive à être protégé, et que si on était arrivé dans un système, c'est bien que les Britanniques soient vaccinés, mais ça va leur servir à quoi d'être tous vaccinés pendant que les autres Européens ne le seront pas encore tous dans les mêmes proportions? Eh bien, la maladie continuera à circuler de la même façon. Et ils auront encore des moments où ils seront obligés de se protéger et de prendre à nouveau des mesures de freinage. Donc, il faut que collectivement, nous puissions être protégés pour la santé, pour la cybersécurité, pour l'endettement, pour ne citer que ces trois sujets. Pour la défense, on pourrait en parler aussi, ça sera sûrement un autre débat intéressant avec notre avion européen de défense qui n'est pas encore au point. Voilà, donc en tout cas, Sandro, un grand merci pour ta participation à ce Facebook Live ce matin. Beaucoup de questions posées. Pour ceux d'entre vous qui auraient encore des questions, notamment sur notre circonscription auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous répondrai par email bien volontiers. Rendez-vous à tous dans un mois pour un prochain Facebook Live à nouveau, Facebook en direct. Et vous rappelez enfin une chose, c'est que nous aurons des élections le 30 mai prochain et que vous avez jusqu'au 23 avril pour vous inscrire sur les listes électorales. Voter, ça fait partie de la prise, la prise en compte des décisions et on participe aux décisions quand on vote. Donc, je compte sur vous tous pour vous inscrire sur les listes électorales, peu importe votre vote. Merci encore, Sandro, et à très bientôt et bon vent en Europe. Et merci de bien nous défendre en Europe. Au revoir à tous. Merci. Bonne journée, bon week-end.